qui a motivé l'apparition de cet ouvrage, c'est déjà mon vécu. Je viens de dire que j'étais enseignant. J'ai commencé à enseigner au collège en 1989 et à ce moment, je dispense des cours au niveau universitaire jusqu'au niveau du master. Donc, mon vécu m'a permis d'avoir un regard assez précis, un vécu qui devait en vérité me permettre d'apporter la contribution qui est la mienne dans la résolution de cette crise universitaire qui est endémique. Le diagnostic est le même que celui fait par le ministre. Le système est malade. Le système est malade et maintenant, heureusement que depuis 2013, avec la concertation nationale sur l'enseignement, l'avenir de l'enseignement supérieur et les 78 recommandations du chef de l'État, il y a eu une amélioration dans le système. Maintenant, dans le management opérationnel, on a énormément de difficultés et c'est cela qu'il fallait mettre à nu, poser les problèmes, toucher le fond du problème dans l'ouvrage. C'est pourquoi les chapitres sont constitués comme ça. Je parle de problèmes, donc j'ai un peu sérié les différents problèmes que moi j'ai dû constater et que chacun pourra constater aussi en lisant le livre. Donc moi, à mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan institutionnel, on est en train de faire beaucoup de choses, notamment l'apport majeur de l'autorité nationale de l'assurance qualité, l'ANAQ-Sup. Maintenant, dans le management opérationnel, il y a énormément de problèmes et c'est cela qu'il faut adresser. Et voilà pourquoi le livre arrive à son heure, à mon avis, pour participer à cette réflexion qui concerne tous les acteurs et les bénéficiaires en premier. Je rappelle également qu'il y a quelques années, le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Assemblée nationale s'étonnait de voir que les diplômés de certains établissements privés dont il signait l'attestation, le certificat, n'avaient pas accès à la fonction publique. C'est un problème. Un ministre signe un document et ce document n'est pas reconnu par la fonction publique, c'est un problème. Donc je dis, il faut qu'on recentre tout ça et il faut qu'on mette de l'ordre. Le privé est aujourd'hui un acteur majeur dans ce système. Mais le public continue à jouer son rôle dans la mesure où, d'ailleurs, on l'a constaté, des universités publiques sont en train de naître à Kaolack, par exemple, et à Diamniadio. Donc, et cela induit une certaine concurrence, c'est clair, entre le privé et le public. L'étudiant étant celui qui doit choisir souvent entre le public et le privé. Et tout dépendra souvent. Tout a dépendu souvent des débouchés qui sont offerts et ils se rendent compte que dans certaines filières, quand ils vont dans le privé, ils sont plus aptes à être insérés que s'ils restent dans le public, de sorte que de plus en plus on voit naître des écoles privées un peu partout et c'est cette cacophonie-là que je suggère qu'on s'arrête pour réfléchir là-dessus et le livre aussi apporte des propositions de solutions à tout ce désordre-là qu'on voit naître parce que de plus en plus des promoteurs se rendent compte que c'est un secteur qui peut rapporter gros et ça implique tout ce qu'on voit en termes d'informel, etc., que l'État doit également regarder de plus près. On est maintenant dans un système mondialisé et cette mondialisation du système induit une normalisation des pratiques. Et cette normalisation nous ramène à ce qu'on appelle des standards. Voilà pourquoi maintenant les universités sont même rankées, sont même évaluées et classées. Malheureusement, dans le dernier rapport Ranking Web of University de 2017, on le regrette. On voit l'université de Dakar classée 77e en Afrique et presque 3 millième dans le monde. Donc, même si on se rend compte, le ministre a un peu contesté en ramenant au classement de Shanghai, mais c'est quand même un classement qui nous indique un peu le recul de cette université qui était une université phare dans l'Afrique. Donc, ce qui fait qu'il nous faut véritablement repenser le système, recentrer les données et normaliser à l'image de ce qui se fait. J'ai donné l'exemple du Canada et l'exemple de l'île Maurice en Afrique pour dire que si des gens ont réussi à
à trouver la solution, la clé du problème. Nous pouvons aussi, parce que nous sommes dans un monde mondialisé, nous inspirer de ce qu'ils ont fait pour réussir à stabiliser d'abord, à pacifier le monde universitaire. Nous devons véritablement mettre un terme à toute cette pagaille dans le système. On voit par exemple dans tous les coins de rue, vous-même quand vous circulez dans les rues de Dakar, vous voyez des panneaux partout qui annoncent des formations. Vous voyez une école de commerce qui propose des formations en génie civil, c'est incroyable. Et tout ça au vu et au su de tous. Vous demanderez à des étudiants qui ont un master s'ils ont déjà fait un seul stage, ils vous diront non. Et un master, c'est 5 ans. Durant 5 ans, ils ont été dans une école et en faisant une formation professionnelle, ils n'ont pas été capables d'avoir un stage. C'est incroyable. Donc, je dis que la première solution, c'est de mettre de l'ordre dans le système. C'est de mettre de l'ordre dans ça. La deuxième solution, c'est aussi introduire le culte de l'excellence et l'équité dans l'enseignement. Le culte de l'excellence, je veux dire, regardez aujourd'hui les journaux et les magazines. À la fin de chaque année, toutes les écoles, toutes les places publiques sont occupées par des manifestations de remise de diplômes. Des centaines des milliers d'étudiants reçoivent des diplômes, mais je vous assure que s'il y a sur un ratio de 1000, 10 seulement méritent le diplôme véritablement, parce que en vérité, quand ils vont là-bas pour recevoir le diplôme, tout le monde est mis au même pied. Tout le monde est à égalité, il n'y a pas de culte de l'excellence. Avant, on primait les meilleurs, maintenant on prime tout le monde. L'autre chose que je pose dans le livre, c'est les bourses étrangères. Combien d'étudiants reçoivent de l'argent du public, donc du contribuable, de vous, de moi et des salariés qui paient leurs impôts. Donc des étudiants qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis, qui à la sortie travaillent pour l'Europe, travaillent pour les États-Unis. Donc avec aucun retour d'investissement pour le pays. Donc j'ai proposé aussi qu'on revoie un peu ce système. Ces gens-là, s'ils décident par exemple de rester et de travailler là-bas, qui rendent un peu de ce qu'ils ont pu prendre ici pour qu'on puisse répercuter ça au niveau de leurs jeunes frères qui viennent à l'université. Malheureusement, quand je l'ai dit dans le livre, le dernier rapport, je n'ai pas eu, pour des raisons de bouclage, je n'ai pas eu le temps de l'étudier, mais tous les autres rapports, je donne un exemple, je dis que certains rapports, parce que l'ANAQ-Sup procède par audit. Et les auditeurs, c'est un peu des gens qui sont du corps professoral. Et parmi les auditeurs, il y en a qui ont eu à travailler avec les écoles qui ont été auditées. Et ce qui fait que, certainement, vous le verrez vous l'avez vu peut-être dans l'ouvrage, on a remarqué un peu comme une défiance, un refus d'accepter un peu les résultats de certains audits, pour dire que en fait c'est depuis le départ que ça a été biaisé. Certains établissements ne sont pas d'accord sur les référentiels utilisés pour faire l'audit et pour faire un peu le résultat de ce qui devrait déterminer leur accréditation ou pas. Donc, ça veut dire que ce rapport-là, bien sûr, c'est un rapport qui va être servi au ministre, mais je propose aussi qu'on revoie de façon consensuelle et concertée les référentiels pour que chacun, au départ, soit d'accord. Et dans la mesure où on retrouvera un consensus dans la mise en place de ces référentiels, on verra un peu beaucoup mieux les établissements accepter les résultats de l'audit et aller vers le toilettage et, comme j'ai dit, un peu la mise à l'ordre dans ce domaine.